8271 points, c'est le nouveau record du CAC 40 inscrit hier en séance. C'était à 17h13 exactement. Clôture, on s'est arrêté à 8258 points. C'est un beau record, quasiment à 15 points de plus que le précédent. Bonjour Pierre Sabatier, vous êtes président de PrimeView. Un record absolu, étonnant quand même au vu de la situation politique actuelle en France, non ? Alors, est-ce véritablement étonnant? Déjà, j'ai presque envie de vous dire le CAC 40 était en retard par rapport à ses voisins, et voire même ses homologues au niveau mondial. Beaucoup d'indices avaient déjà bâti le record, et j'ai presque envie de dire l'instabilité politique française a simplement fait prendre du retard à l'indice français pour le battre. Donc, on est vraiment dans un momentum très favorable aux actifs risqués, et donc la France rentre dans le rang. Puisque, alors pour le coup, on a beaucoup échangé ensemble sur le sujet, l'instabilité politique a été probablement un peu surjouée par les marchés actions et les investisseurs. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que celle-ci, si elle pourra avoir des conséquences à terme sur la croissance française, ne sous-tend pas le risque d'un infarctus économique qui, pour le coup, pourrait entraîner en fait l'indice vers le bas et à travers les résultats des entreprises concernées. Donc, ce scénario-là étant éloigné, eh bien, on peut dire que la prime de risque politique existe. Donc le CAC 40 reste en retard par rapport à ses voisins, mais pour le coup n'est pas suffisante pour en gros l'orienter à la baisse quand tout le monde est clairement orienté à l'hausse depuis maintenant de nombreux mois. Oui, la France est dans le rang, mais le message est quand même clairement opposé à la semaine dernière, l'alerte de S&P qui a dégradé la note de crédit de l'État français à cause justement des débats antérieurs, la suspension de la réforme des retraites et le budget à venir. Donc là, ça reste quand même deux messages qui se contredisent. Oui, alors ils se contredisent à notre sens, et on l'a beaucoup répété sur votre plateau d'ailleurs. S&P suit Fitch et suivra d'autres. C'est un fait que l'instabilité politique française est une pandémie, j'ai presque envie de dire, et en fait on n'arrive pas à s'en sortir. Mais pour le coup, il faut aussi être lucide quant au fait que la France n'est pas totalement autonome. Elle partage une même monnaie avec ses pays voisins, à travers l'euro évidemment et la zone euro. Et il faut avoir en tête que depuis 2012, c'est une des raisons fondamentales qui poussent les marchés actions et voire même les taux d'intérêt français à ne pas augmenter par rapport véritablement en valeur absolue et presque pas par rapport à ses voisins. Tout simplement parce que dans une même zone monétaire unifiée, eh bien, les grands pays européens sont liés par ce qu'on peut appeler une forme de pacte de sang qui a été noué, on va dire, en juillet 2012. Par Mario Draghi, au moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais de la crise des dettes souveraines, les taux d'intérêt espagnols et italiens dépassaient 7%, quand les taux allemands étaient à 3,5% et 4%. Et tout cela avait entraîné un risque de mort de l'euro, de disparition de l'euro. Et à l'époque, la fin de la récréation avait été sonnée par Mario Draghi à travers une petite phrase, qui a totalement transformé notre avenir, qui s'appelle « Whatever it takes ». « Whatever it takes », ça veut simplement dire « je ferai tout ce qu'il faut » pour que l'euro survive. Et la traduction économique et financière de ce petit mot, de cette petite phrase, eh bien, elle est toute simple. C'est qu'en Europe, on ne peut pas laisser les taux d'intérêt des grands pays européens trop diverger, parce que sinon, ça laisserait disséminer le message au reste du monde, aux investisseurs internationaux, que l'euro a une durée de vie qui est éphémère. Et c'est bien cela qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, on a un pacte politique qui fait que, et c'est ce que jouent les investisseurs, et c'est pour ça qu'ils ne sanctionnent pas finalement la France. Parce que sanctionner la France, c'est sanctionner les autres. Et vous savez derrière que vous aurez le bazooka qui sortira en fait, de la Banque Centrale Européenne. Et j'irai même plus loin, puisque depuis 2011-2012, la différence, c'est qu'on a même les outils en Europe. La Banque Centrale Européenne dispose des outils pour éteindre le feu si jamais en fait il arrivait. Donc naturellement, les investisseurs le savent. Et en général, vous savez, on ne joue pas contre une banque centrale parce que c'est la seule entité qui dispose dans sa cave d'une machine à imprimer des billets de banque pour éteindre les feux. Oui. Et donc, naturellement, c'est un peu le jeu qui est joué actuellement. L'outil, c'est le TPI, l'outil pour protéger la transmission de la politique monétaire. La Banque Centrale Européenne ne l'a encore jamais utilisé, donc ce serait une première contre la France. Pas de risque de mort donc pour l'économie française, mais quand même, les investisseurs, est-ce qu'ils ne sous-estiment pas notamment le risque fiscal? Parce que par exemple, la surtaxe d'IS, on sait qu'elle a pesé cette année sur les grandes entreprises du CAC 40 qui, à chaque publication, ont été obligées de dire combien ça leur coûtait aux analystes. Elle va probablement être conduite. En tout cas, pour le moment, ça a été voté. Donc là, ça pèse sur les grandes entreprises par rapport à leurs homologues internationales. Alors ça pèse, mais ça pèse pas comme un infarctus, ça pèse plutôt comme la lèpre, vous avez raison. Grosso modo, ça pèse
ce poids-là doit être supporté par les entreprises et les agents privés français, au détriment des autres. Donc ça fera probablement un peu moins de chiffre d'affaires, un peu moins de résultats, soit un peu moins de chiffre d'affaires parce que les ménages consomment moins dans un contexte anxiogène, soit un peu moins de résultats parce que la fiscalité s'alourdit dans un contexte instable. Et donc naturellement, ça fait grosso modo la réalité microéconomique des entreprises françaises est moins favorable qu'ailleurs. Et donc ça veut simplement dire que il est possible, il est même probable que les actifs financiers français et une forme de décote par rapport à leurs homologues européens. Et donc c'est ce qu'on a déjà constaté. Alors certes là, le CAC 40 encore une fois bat son record, mais les autres l'ont battu déjà depuis longtemps. Et c'est ce qu'il faut bien garder en tête, c'est-à-dire qu'en réalité, la France suit le mouvement global, mais avec retard, et peut-être que ce retard-là va devenir structurel si on ne sort pas de l'instabilité, qu'elle soit d'ordre économique ou d'ordre fiscal à aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour le coup une prime, c'est une décote associée aux actifs français. Et quand même, je ne peux pas quand même passer sous silence le fait que lorsqu'on parle de CAC 40, on parle aussi quand même de valeurs qui sont très sensibles à une thématique qui n'est pas française, qui est beaucoup plus internationale et voire même plus chinoise, à savoir à travers en fait la sensibilité au secteur du luxe. Et on sait tout de même qu'une partie de la décote des actions françaises a consisté essentiellement à acter le fait que l'économie chinoise avançait doucement, avançait lentement. Or, on peut penser qu'à force d'injecter en fait des stimulus de l'autre côté de la planète, à savoir en Chine, eh bien ces plans incessants de soutien à l'économie réelle pourraient réalimenter ou réanimer l'économie chinoise et à travers elle peut-être les valeurs et les entreprises qui y sont plus sensibles, à savoir les valeurs du luxe, qui composent en grande proportion l'indice français. Donc ça, pour le coup, ça vient un peu pondérer tout ce que je vous ai dit avant. Il y a quand même un biais sectoriel du CAC 40. Mais un mot des résultats d'entreprises du luxe qui ont publié. Là, on a eu Hermès ce matin, on a vu LVMH la semaine dernière. Justement, ça se redresse du côté de la Chine. Et puis Hermès reste sur une croissance qui reste quand même tout à fait enviable. Eh bien, exactement. C'est pour ça que, pour le coup, ne pas confondre les entreprises françaises et aujourd'hui le CAC 40. Le CAC 40, deux choses. Un, vous l'avez compris, prime de risque politique quand même. Les 0,3, 0,4% de taux d'intérêt en plus qu'on paye en France par rapport au reste des pays européens, ça coûte un peu. Donc déjà, ça coûte au marché action dans son ensemble. Et par ailleurs, ce biais très luxe de l'indice a pesé, vous l'avez compris, parce que la Chine patinait. La Chine commence en fait à aller mieux. Et donc naturellement, ce biais sectoriel-là pourrait finalement favoriser les entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, autant on a été sous-pondéré sur les actions françaises pendant très longtemps, mais déjà depuis un moment, on estime que toutes ces mauvaises nouvelles dont on a parlé sont plutôt bien intégrées dans les cours. Et aujourd'hui, la décote est suffisante, ce qui fait qu'à notre sens, il ne faut pas sous-pondérer ou plus sous-pondérer les actions françaises par rapport à leurs homologues européennes. Les mauvaises nouvelles sont intégrées, vous nous dites. Est-ce que les investisseurs anticipent du coup une dissolution aussi de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça pourrait descendre subitement si on devait y arriver là, après une censure, par exemple, du gouvernement Le Cornu? Est-ce que ça pourrait descendre beaucoup plus bas ou est-ce que c'est justement intégré et c'est le scénario actuel en fait que jouent les marchés? Non, elle est déjà intégrée, puisque regardez en fait sur les marchés de taux. Parce que sur la question du politique, c'est plus les marchés de taux, les marchés des obligations qui est intéressant. En réalité, vous avez un écartement des spreads à partir du moment où vous avez la première dissolution. En gros, tous les investisseurs internationaux ont compris que l'instabilité politique a amené une prime de risque politique en France qui consistait à une augmentation de 0,4, 0,5% des taux d'intérêt français par rapport à ce que payent les taux allemands. Tout ça, c'est déjà dans les cours. Donc, si jamais on n'a pas de dissolution, on aura peut-être un petit pincement des spreads de taux. Si jamais on a dissolution, on aura peut-être un petit écartement. Mais grosso modo, ça ne pourra pas aller bien loin parce que, je le rappelle, la Banque centrale européenne veille au grain. Et imaginez que les taux français puissent diverger au-delà de 1%. C'est-à-dire qu'en gros, la France doit payer plus de 1% sa dette par rapport à l'Allemagne nous paraît absolument impensable. En tout cas, la Banque centrale européenne ne restera pas les bras ballants. Et donc réagira. Et c'est la raison pour laquelle les marchés actions ont déjà anticipé tout ça. Puisque s'il n'y a pas de risque d'écartement des spreads, eh bien, il n'a pas vraiment de risque associé à une dissolution. Donc, même peut-être au contraire, une dissolution pourrait peut-être amener au début, finalement, d'une visibilité que les marchés pourraient saluer. Donc, il faut se méfier. Vous savez, le chewing-gum est déjà bien mâché. Tout le monde le sait que c'est l'instabilité politique en France. C'est déjà, du coup, largement intégré dans les cours. Et on estime que toute nouvelle sur ce plan n'aura pas grand impact sur les marchés. Donc, à vérifier dans les semaines à venir. C'était votre point de vue. Merci beaucoup, Pierre Sabatier, d'avoir été avec nous, président de PrimeView. Merci à vous.